8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, Nasser Bourita a signé à Davos la charte constitutive du Conseil de paix. Une cérémonie présidée par Donald Trump avec la participation d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Le Maroc et le Bahreïn sont les deux premiers pays à signer la charte, marquant la création officielle du Conseil de paix. Le ramadan arrive à grands pas, synonyme de grosse mobilisation pour les départements concernés. Afin d'assurer un bon approvisionnement des marchés, la commission interministérielle ad hoc a tenu aujourd'hui une réunion au sein du ministère de l'Intérieur. Le médecin à l'ère de l'intelligence artificielle, focus sur le nouvel ouvrage de la professeure et néphrologue Amal Bourkia. La praticienne pose le diagnostic d'un outil révolutionnaire pour le domaine de la santé, mais jamais au risque de déshumaniser la relation soignant-patient. Bonsoir. Sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a procédé aujourd'hui à Davos en Suisse à la signature de la charte constitutive du Conseil de paix. La signature s'est déroulée lors d'une cérémonie présidée par le président des États-Unis, Donald Trump, et fait suite à l'acceptation par Sa Majesté le roi de se joindre en tant que membre fondateur à cette initiative parmi un groupe restreint de leaders de stature internationale. Nisra El-Hamdawi. C'est lors d'une prestigieuse cérémonie à Davos que le président américain a signé la charte fondatrice du Conseil de paix, en présence d'une vingtaine de dirigeants, de hauts diplomates, ainsi que des ministres. Parmi ces derniers, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nasser Bourita est ici présent pour signer sur instruction de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, la charte constitutive de ce Conseil de paix. Une signature qui fait suite à l'acceptation par le souverain de se joindre en tant que membre fondateur à cette initiative proposée par le président des États-Unis d'Amérique. Une initiative qui vise à contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et à adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde. Le Maroc et le Bahreïn ont été les deux premiers pays à signer la charte, suite à quoi le président Trump a annoncé que cette charte est officiellement entrée en vigueur, marquant la création officielle du Conseil de paix. Parmi les pays signataires de ce document, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Indonésie, l'Azerbaïdjan et l'Argentine. La participation à ce conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d'un avenir sûr et prospère pour les générations futures. L'invitation adressée par le président Trump à Sa Majesté le Roi pour se joindre à ce conseil constitue une reconnaissance du leadership éclairé du souverain et de sa stature en tant qu'acteur de paix incontournable. Un momentum diplomatique fort dont nous analyserons l'envergure avec l'analyste politique Delisla Essaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle portée diplomatique revêt justement l'invitation de Sa Majesté le Roi par le président américain parmi un groupe restreint de leaders de stature internationale? C'est un événement historique, très sincèrement, parce que d'abord, l'invitation lancée par le président Donald Trump à Sa Majesté le Roi est un geste tout à fait honorable et très particulier. Le Maroc figure parmi les rares pays au monde qui sont capables d'influer directement sur le processus de paix au Moyen-Orient. Et ce n'est pas la première fois. D'abord, nous savons que le Maroc est président du comité Al-Quds, que le Maroc accueille sur sa terre Beit Mal Al-Quds, qui est une institution extrêmement importante, avec une contribution par des donations et surtout avec des taxes parafiscales qui vont directement aux citoyens palestiniens. Et il y a également tout le travail que le Maroc a fait depuis des années sur l'affaire, sur l'affaire première d'ailleurs,
sur le plan de la hiérarchie, c'est une cause importante. Maintenant, on est où? On est dans un conseil qui a été créé à l'initiative du président Donald Trump et qui accueille toutes les personnalités, tous ceux qui comptent au niveau sur la terre, qui comptent sur demain, comment on va faire la paix pour les Palestiniens, comment on peut reconstruire les territoires de Gaza qui a été complètement cassés et complètement laminés par les sionistes. Donc il fallait faire cela. Comment justement la participation du Maroc à cette instance aux côtés de grandes puissances, de pays stratégiques, pourrait-elle influencer les efforts de paix et de stabilité dans la région du Moyen-Orient, notamment la question palestinienne? Vous savez, ce qui est important à noter, c'est que dans ce dossier, très peu de personnes, très peu de pays peuvent avoir une influence, mais nous avons remarqué quand même que Donald Trump est un président qui a osé faire beaucoup de choses. Il a osé, il a pris l'initiative. Et cela, il le prend sur lui-même, sur sa propre personne. Et le Maroc va bénéficier de l'appui de tous les pays qui comptent. Vous avez cité la liste, je ne vais pas revenir sur ça, la liste de tous les pays qui participent à ce Conseil et qui vont élaborer ensemble une approche collective pour faire en sorte que le territoire de Gaza, que les Palestiniens soient protégés à l'avenir de manière définitive. Et ce Conseil de la paix promet une approche pragmatique, des actions concrètes. Selon vous, dans quelle mesure cette nouvelle structure peut-elle réellement dépasser les initiatives et autres instances traditionnelles dans la résolution des conflits? Ce n'est pas une instance qui vient gommer les autres instances qui existent, par exemple au niveau des Nations Unies. Non, c'est une instance en plus, mais elle a cette capacité d'agir de manière pragmatique sur le terrain pour infléchir tout, disons, pratiquement tout le système et faire en sorte que les Palestiniens, les Israéliens puissent ensemble réfléchir à la solution à deux États. Je pense qu'avec ce Conseil et avec toutes ces personnes, on va pouvoir aller vers cette solution pour les Palestiniens avoir leur propre État avec Al-Quds comme capitale. Je vous remercie, l'analyste politique Driss Issaoui, d'avoir répondu à nos questions. Ramadan, c'est dans moins d'un mois, à l'approche du mois sacré, la commission interministérielle mixte de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix a tenu aujourd'hui au siège du ministère de l'Intérieur une réunion consacrée aux préparatifs de ce mois sacré. On prit part à cette réunion le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, la ministre de l'Industrie et du Commerce, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, ainsi que la secrétaire d'État chargée de la pêche maritime. Ont participé à distance à cette réunion les walis des régions et gouverneurs des préfectures et provinces et préfectures d'arrondissement du Royaume, les secrétaires généraux, les chefs de division des affaires intérieures, les chefs de division des affaires économiques et des préfectures et provinces et les chefs de service déconcentrés concernés. Le ministère de l'Intérieur souligne que cette réunion intervient en consécration des hautes directives royales visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, garantir l'abondance des produits de base et la régularité d'approvisionnement des marchés, particulièrement à l'approche du mois béni de Ramadan. La rencontre a aussi été l'occasion de faire le point sur l'état d'approvisionnement et des prix, de renforcer les mécanismes de coordination et de suivi, d'intensifier les opérations de contrôle et de régulation des marchés, de lutter avec fermeté contre toute forme de spéculation, de manipulation des prix et autres pratiques illicites de nature à porter atteinte aux droits des consommateurs ou à leur santé et à leur sécurité. Sur la base des données présentées par les responsables des départements ministériels, il a été constaté que l'approvisionnement des marchés en différents produits de consommation reste normal.
De même, les stocks disponibles et la production et l'offre prévue durant les prochaines semaines permettent de satisfaire les besoins de consommation pour l'ensemble des produits de base au cours du mois de Ramadan et les mois suivants. Les Marocains se préparent à accueillir le mois sacré sous la pluie. De généreuses précipitations concernent plusieurs de nos régions avec des cumuls significatifs dans l'extrême nord du pays. 42 mm relevés en 24 heures à Tanger, 32 à Tanger-Port, 20 mm enregistrés à Ifrane, 18 à Chefchaouen, 13 à Larache, 8 mm relevés du côté de Kenitra et El Jadida, enfin 7 mm à Ben Slimane. Des pluies diluviennes ont frappé la ville de Tanger dans la nuit d'hier, provoquées par la tempête Harry qui balaie les régions méditerranéennes. Plusieurs rues et axes routiers ont été submergés par les inondations, provoquant d'importants dégâts. Des automobilistes ont été piégés dans leurs véhicules. La circulation a été paralysée à l'entrée de la ville, où de larges tronçons de la route nationale numéro 2 ont été complètement envahis par les eaux. Un temps de saison qui se maintient encore pour les prochains jours. Prévoyez dès demain des chutes de neige à Chefchaouen, El Hoceima, Taourir et Chichaoua, avec des hauteurs prévues de l'ordre de 15 cm. Conditions également neigeuses à Sfro, Taza, Gersif, Boulman, Ifrane, Midelt, Bni Mellal, Azelal, Khnifra, Tenrir, Ouarzazat et El Haouz. Ces provinces connaîtront jusqu'à samedi des flocons hauts de 20 à 50 cm. Et le ciel reste globalement pluvieux avec des cumuls localement importants, entre 20 et 40 mm prévus vendredi et samedi à Rabat, Salé, Skhera, Temara, Ben Slimane, Mohamedia, Medjouna, Barchid, Casablanca, Nouassar, Barchid, Stade et El Haouz, puis jusqu'à 1 mètre de précipitations attendues à partir de dimanche à Tétouan, Larache, Chefchaouen, Ouazan, Taounet, El Hoceima, Taza, Kenitra, Tanger, Sela, Fahs, Anjra, Moulay Yacoub, Khnifra, Meknes, Khmissat, Ifrane, Sfro, Sidi Qassem et Sidi Slimane. Et sur nos côtes, l'effet du vent fort entraîne une houle puissante. Prudence entre Tanger et Agadir. Les vagues atteindront dès demain après-midi les 8 mètres de hauteur. Un niveau rare, voire inédit sur le littoral atlantique nord et centre. Une mer particulièrement agitée qui impose une vigilance maximale. Les conditions resteront difficiles jusqu'à la fin de semaine. Et le ciel se déchaîne aussi de l'autre côté de la Méditerranée. La capitale de la Grèce, notamment, traversée cette semaine de violentes intempéries. Ces pluies diluviennes accompagnées de vents intenses ont causé la mort d'un garde-côte et une personne à Athènes. Les autorités de la capitale ainsi que de l'ouest et du sud du pays ont ordonné la fermeture des écoles en raison des vents forts dépassant les 100 km/h. L'Espagne secouée aujourd'hui encore par un autre accident ferroviaire. Un train de banlieue a percuté une grue près de Carthagène dans le sud-est, faisant plusieurs blessés légers. Un incident qui survient alors que la sécurité du système ferroviaire espagnol est contestée depuis quelques jours en raison de 2 accidents qui ont fait respectivement au moins 45 morts dimanche en Andalousie et 1 mort mardi en Catalogne. Retour au Maroc et coup de projecteur maintenant sur une technologie qui est en train de s'imposer dans le domaine de la santé. Depuis quelques années, nous assistons à une révolution nommée IA, intelligence artificielle. Ce nouvel outil intervient dans un éventail de champs: imagerie médicale, télémédecine ou encore suivi des maladies chroniques. Si le chemin est encore long pour une intégration à grande échelle, les médecins se montrent plutôt ouverts à ces potentialités, mais pas au risque de déshumaniser la pratique médicale. La problématique est au cœur d'un ouvrage baptisé « Le médecin à l'ère de l'intelligence artificielle ». Notre équipe à Casablanca a rencontré son auteur, la professeure Amal Bourkia, médecin néphrologue et présidente de l'association RAN. Le sujet est signé Leslie, Mohamed Chikir et Iman Abou. Elle est partout, dans l'ici et le maintenant. Ses applications concernent toutes les activités humaines. La médecine n'est pas en reste. L'IA permet d'améliorer la qualité des soins,
Elle est même au cœur de la médecine du futur. Ce constat interpelle cette praticienne. Néphrologue de son état, la professeure Amal Bourkia publie un ouvrage qui traite des différents enjeux de l'IA dans la pratique de la médecine. L'intelligence artificielle présente de nombreuses opportunités pour le médecin. Elle aide à poser le diagnostic avec plus de précision grâce à des algorithmes capables d'analyser les données les plus difficiles. L'IA peut parfois dépasser la capacité d'analyse humaine car capable de traiter des millions de données en un rien de temps. Des capacités illimitées qui présentent tout de même de véritables enjeux liés notamment à la formation des futurs médecins. L'autrice porte dans ce livre une réflexion profonde sur l'intégration de l'IA dans le système de santé. On voit bien aujourd'hui des chirurgies se faire par ou à l'aide de robots. L'IA donne des résultats performants pour de nombreux procédés, avec un minimum de complications. On voit aussi sa contribution dans la recherche, notamment dans le domaine des génomes, où l'IA aide à mieux comprendre certaines pathologies génétiques et promet de trouver des traitements curatifs à des maladies jusqu'ici intraitables. Mais l'utilisation des algorithmes de l'IA et des données doit être envisagée sous un angle éthique, ce qui implique l'élargissement des questions cruciales comme le respect de la vie privée et de l'identité. Il va falloir mettre en place des mécanismes de contrôle éthique et un cadre réglementaire clair pour garantir la sécurité des données de santé et la protection de la confidentialité. Il faut aussi des mécanismes qui permettent l'identification des responsabilités et faire en sorte d'alléger la pression sur le médecin dans un monde d'objets connectés. Des pistes de réflexion pour une profession qui connaît de profondes transformations à l'ère du numérique. Entre promesses technologiques et défis éthiques, la médecine du futur est appelée à être plus humaine, plus efficace et surtout éthique. Autre opus, cette fois cinématographique, et zoom sur le film La mer au loin de Saïd Hamish Belarbi. Le film est sorti en salle hier. Grand prix de la 25e édition du Festival national du film de Tanger. Le long métrage aborde l'exil, la solitude et la quête de sens. Une œuvre profondément humaine. Nous avons assisté à l'avant-première. Un reportage Maria Ouad. 7 ans après son premier film, Retour à Bolène, Saïd Hamish Belarbi revient avec un nouveau long métrage, La mer au loin. Une chronique romanesque sur l'exil, la construction identitaire et la question de la légitimité et de l'intégration dans la France des années 90. Riche de son esthétique surannée, qui n'est pas sans rappeler les films de Kavris Maki. Cette fresque sociale raconte le parcours chaotique de Nour, un jeune immigré à Marseille, entre espoir et désillusion. Je voulais exprimer à travers mon film ce qu'est le mal du pays, la nostalgie liée à l'exil. Et pour ce faire, il fallait que je raconte des parcours de vie compliqués, de ceux que l'on ne voit pas souvent au cinéma et qui interrogent. Porté par un trio d'acteurs aussi bouleversants que convaincants et sans jamais tomber dans le misérabilisme ni le paternalisme, La mer au loin raconte le rêve commun d'un Eldorado vénéneux qui porte en lui le poids sacrificiel d'une jeunesse en manque de repères. Justement, La mer au loin ne fait pas l'éloge de l'immigration, bien au contraire. Ce drame narre les désillusions liées au déracinement. Vous savez, beaucoup de jeunes rêvent d'aller vivre à l'étranger. Ils s'imaginent qu'une fois arrivés là-bas, ce sera le paradis. Mais une fois sur place, ils se rendent compte que la réalité est souvent très difficile. Loin d'être un film militant, La mer au loin raconte l'exil, non pas seulement d'un point de vue géographique, mais l'exil intérieur, celui du tiraillement et de l'entre-deux-mondes. Sport tennis pour finir, à Melbourne, les internationaux d'Australie poursuivent leur route. Et c'est sans surprise que le Serbe Swiatek. Et voilà, c'est la fin de journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.